Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission avec une toute nouvelle intervenante, Dame Kand, qui ce soir va nous parler de la psychologie, l'art de faire parler les maisons. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous allez pouvoir parler sur le chat de YouTube ou sur la page Facebook dans le groupe Ascension TV. Donc sur l'un ou sur l'autre, moi j'irai les commentaires YouTube, je les ai sous les yeux et j'irai sur la page Facebook pour récupérer les commentaires des personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc pour nous parler de cette méthode, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Dame Kand, Candice, et je vais la laisser se présenter parce qu'elle le fera mieux que moi. Pour nous présenter sa méthode, pour nous présenter son parcours. Donc, on l'accueille tout de suite. Bonsoir Candice. Bonsoir Laetitia, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Voilà. Et puis, écoute, je suis contente de vous retrouver. Et pour me présenter sans plus attendre, donc voilà, moi je m'appelle Candice, mais je suis plus connue sur Internet sous le nom de Dame Kand Médium. Voilà, je travaille en médiumnité depuis 1998, donc ça fait un petit moment. J'étais assez jeune quand j'ai commencé, donc plus ou moins activement jusqu'en 2015. Voilà, 2015, c'est vraiment la période où j'ai ouvert des consultations publiques. Sur mon site internet, je propose de faire des échanges, des messages avec des entités conseils. Voilà, c'est ce qu'on appelle les guides ou les anges. Je propose aussi des consultations avec les défunts, avec les animaux vivants ou décédés, et avec les habitations. C'est notre sujet ce soir. Voilà, je suis l'auteur du livre qui s'appelle Psychologie, l'art de faire parler les maisons, et je tiens aussi le blog Dame Kand Médium et la chaîne YouTube qui porte le même nom. Voilà. Eh bien, écoute, super. Merci pour ta présentation. Alors, je vais mettre l'image comme ça. Voilà, donc ce soir, on parle de la psychologie. On peut dire que c'est une méthode que tu as créée au fur et à mesure de tes expériences. Vas-y, je te laisse. Oui, c'est une méthode que j'ai développée à partir de 2016. Ouais. Voilà, une 2016 pour communiquer avec les lieux où nous vivons. Nous vivons un peu comme on peut le faire en médiumnité avec un défunt ou un animal. Sur le même principe, j'ai développé cette méthode pour avoir des informations avec les maisons, mais de manière intelligible, intelligente. Voilà, c'est pas de la géobiologie, hein, bien que la psychologie étudie le même univers, l'univers des lieux d'habitation, du logement, mais je n'utilise aucun support pour mes consultations, si ce n'est la photo du lieu. Voilà. En géobiologie, souvent il y a des instruments de mesure. Moi, je n'utilise que la photo de façade d'un logement. Souvent, c'est une photo de façade et mon psychisme. Voilà. Okay. Pour entrer en communication. Alors c'est vrai que moi j'ai eu le plaisir de lire ton livre que je montre tout de suite. Alors moi j'ai mis plein de petits post-it. Alors je vais essayer de me caler. Hop. Donc la psychologie, l'art de faire parler les maisons. Alors moi je l'ai lu super facilement ton livre parce qu'il est vraiment plein d'informations. J'ai découvert plein de choses. Mais est-ce que tu peux, pour commencer, peut-être nous définir un petit peu ce que c'est la psychologie? Pourquoi la psychologie? Alors, le terme psychologie, c'est vraiment inventé, c'est un néologisme que j'ai inventé pour l'occasion à l'écriture de mon livre. Hein. Avant, j'appelais ça communication d'habitation. D'ailleurs, c'est souvent le titre qu'on peut retrouver sous mes vidéos sur YouTube, où j'appelais ça aussi, j'avais un autre nom. J'ai plus en tête, mais enfin voilà, communication d'habitation. On peut aussi retrouver encore ce mot-là sur mon site internet, mais depuis la sortie de mon livre, j'appelle cette action, cette possibilité de communiquer avec les lieux d'habitation, la psychologie. Alors psy, c'est pour psycho, c'est tout ce qui englobe la pensée, l'âme, et logis, c'est le logement. Voilà, donc c'est l'action vraiment de sonder d'un logement, le fait de sonder l'âme d'un logement. Ok, merci.
Alors du coup, est-ce que c'est quoi pour toi l'âme d'une maison? Comment est-ce qu'on Alors, peut visualiser l'âme d'une maison? Qu'est-ce que ça représente? l'âme d'une maison. En fait, l'âme d'une maison, c'est la vibration de la maison. C'est pas du tout une question de décoration, hein, bien que la décoration soit une bonne chose, mais c'est surtout l'intention qui est derrière la décoration. C'est l'intention vraiment qui compte et qui va donner une forme, une identité à l'âme. Voilà, l'intention, c'est vraiment le point de départ avant toute chose, l'intention qu'on y met. Donc, l'âme du maison, moi, je dirais, pour que tout le monde comprenne vraiment bien, c'est un peu comme un enfant. Voilà, c'est un peu comme une enfant. Avant l'enfant, il y a des parents. Et les parents, ce sont, pour les logements, ce sont les bâtisseurs. Voilà. Et ceux-là ont une volonté, une intention qu'ils ne vont pas inculquer comme on le fait avec un enfant. Ils vont pas lui inculquer quelque chose, mais ils vont formaliser dans le bâtiment leurs intentions, voilà. Et ce sont précisément ces intentions-là et ces volontés qui sont soit bonnes, soit mauvaises. Ça dépend des bâtiments. On sait bien quand on construit pour soi-même, en général, on y met forcément plus de cœur à l'ouvrage que si il est question de construire un HLM, voilà, des barres de logement. Et donc c'est les intentions et l'implication dans la réalisation d'un bâtiment, du projet, qui va donner l'âme d'un lieu. Cette âme, avec le temps, elle va parce que voilà, si on fait toujours le parallèle avec l'enfant, cette âme, elle va grandir, elle va se galvaniser avec les années, elle va se renforcer, elle va prendre de la consistance avec le temps et aussi avec l'aide de toutes les personnes et énergies qui vont se produire dans le lieu. Des gens qui vont venir y vivre, des gens qui vont peut-être être locataires, ou même parfois des gens qui vont faire une action très forte dans le lieu. Par exemple, un drame qui pourrait se produire même par la force de quelqu'un qui ne vit pas dans le lieu pourrait modifier un peu l'âme du logement. Donc c'est vraiment comme un enfant qui grandit, l'âme d'un logement, et les premières décennies forge à partir du moment où ça sort de terre, ça se construit sur la terre une maison, mais à partir du moment où elle est bâtie vraiment, les premières décennies vont forger sa personnalité. Alors il faut peut-être plus d'années pour une maison pour vraiment avoir une maturité et être bien définie qu'un enfant, parce que nous on a quand même une moyenne d'âge de vie quand même beaucoup plus petite que celle d'un bâtiment qui peut rester des centaines d'années en place. Voilà. Ok. Donc on peut dire quand même, parce que par rapport à ce que j'ai lu dans le livre, c'est vrai qu'il y a une forme d'intelligence et une énergie qui est vivante derrière tout ça quand même. Alors il y a plusieurs choses dans une maison. Il y a effectivement l'âme, que moi j'appelle le gardien quand je fais la consultation, le gardien du lieu. Alors ce gardien, quand je fais la communication avec lui, avec l'âme du lieu, c'est vraiment un discours qui ressemble, enfin en tout cas moi je traduis tout ça en un discours très intelligent, avec un vrai des phrases parfois, même de la poésie, des choses vraiment on lit un courrier en fait, hein, on lit un courrier. Donc ça c'est la première façon d'aller chercher de l'information sur un lieu d'habitation, c'est de s'adresser directement au gardien. La seconde, c'est de s'intéresser aux énergies résiduelles, c'est-à-dire que dans une maison, dans un logement, et d'ailleurs dans tout ce qui nous entoure, hein, même les objets, quand on vit auprès d'objets, quand on est dans sa maison, nous on a des émotions, on vit des choses on interagit avec nos partenaires, notre famille, et tout ça, en fonction de l'intensité de nos émotions, va se fixer dans des supports. Alors les supports, c'est la pierre de la maison, la pierre, dans le sable, le parpaing, le bois, voilà, tous ces supports va réceptionner des énergies résiduelles. Et moi, je vais essayer aussi de m'intéresser à ces énergies-là quand je fais mon travail. C'est-à-dire que je vais me concentrer et je vais me focaliser sur ce que l'humain a pu laisser dans sa maison.
Et souvent, il le fait inconsciemment, hein, mais il laisse des choses. Il y a peu de gens qui font des nettoyages énergétiques de leur bâtiment, et du coup, ça laisse plein d'informations que j'essaye de recevoir. Alors, je n'aurai pas tout, hein, parce que ce serait un travail trop long, mais je pense que j'arrive à réceptionner peut-être ce qu'il y a de plus fort, de plus important. Voilà, parfois aussi des choses sans grande valeur, mais j'arrive à avoir des petits bouts d'histoire comme ça. Ok. Est-ce que tu as souvenir de ton premier contact avec l'âme d'une maison? Comment ça s'est passé et comment c'est venu à toi, en fait? Alors, j'ai pas vraiment le souvenir de la première maison parce que ça s'est passé de la façon suivante. Donc, c'était en 2016 et à cette époque-là, quelque chose que je conseille quand on a envie d'avancer un peu dans la vie, quand on sait plus trop où on en est ou quand on a besoin de changement. Je méditais beaucoup. Voilà, je méditais beaucoup. Je méditais tous les jours. Je me consacrais vraiment un temps de méditation tous les jours. Et à cette époque-là, j'ai eu moi ce que j'appelle des lumières, des illuminations. Enfin, j'ai pris conscience que si j'arrivais à échanger ou à recevoir des messages avec les entités, alors de guides, de défunts, ça fonctionnait très bien. Je m'en sortais très bien. Donc, pendant la méditation, j'ai eu cette sensation que je pouvais le faire avec tout. Avec une chaise, avec une voiture, juste cette capacité. Alors avec une chaise, ça sera pas forcément un discours intelligent, mais je pense que éventuellement, je pourrais avoir, je dis un exemple hein, comme ça, mais une vision probablement de cette personne qui s'est assise pendant des années dans cette chaise parce que c'était sa chaise. Peut-être que je pourrais avoir une idée de sa corpulence, une idée de ses humeurs, voilà. Voilà. Donc j'avais l'impression vraiment de pouvoir me connecter à tout. Voilà, une maison est venue à moi comme ça. J'ai dit mais c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est les maisons, parce que je pense que je cherchais vraiment pas à me différencier des autres médiums, c'est pas ça, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je sorte quelque chose de moi, de différent, que je trouve ma propre personnalité. Et alors déjà dans un médium trouver sa propre personnalité, on a tous une façon différente de canaliser. Moi, la mienne, c'est l'écriture. Après, je ne fais rien en direct, je fais tout à distance et je rends mon travail à mes consultants. C'est-à-dire que jamais je n'ai d'échange avec eux avant de leur rendre mon travail. Donc ça, c'est ma personnalité, c'est ma façon de travailler. Mais j'avais vraiment besoin aussi d'aller plus loin. Voilà, trouver quelque chose vraiment qui sorte de mes tripes un petit peu. Voilà. Donc après une méditation, ça m'a paru évident. Alors j'ai pas attendu du tout. À cette époque-là, j'avais mon ordinateur pas très loin. Je me suis connectée sur Internet et j'avais déjà des personnes qui suivaient mon travail. Et j'ai demandé, pas des cobayes, mais des gens qui voudraient bien se prêter au jeu de me laisser faire un test avec leur habitation. Alors, ça n'a pas posé de problème. J'ai tout de suite eu des gens qui avaient envie de participer et j'ai reçu des photos de maison. Alors, ces premières fois, qu'est-ce que j'ai eu les premiers contacts, je dirais que bon, c'est lointain dans ma mémoire, mais c'était motivant, c'était excitant. Ça m'a vraiment donné envie de continuer l'aventure. Je crois que j'ai eu des informations sur les travaux, sur des travaux qui étaient confirmés par les propriétaires, sur la personnalité des occupants. Et comme ce sont toujours des gens, soit qui viennent à moi, soit des gens là, je ne les connaissais pas, c'est eux qui m'ont dit oui, nous on veut, mais je ne demande jamais rien. Voilà, sur la personnalité des occupants, c'était confirmé aussi. J'avais aussi des choses sur des courants énergétiques. Par exemple, je voyais un petit peu près comment situer la maison dans son contexte par rapport aux routes, quand on a une route, par exemple, on a des courants plus fluides. C'est plus fluide, ça avance plus vite, les courants. Voilà, j'avais des informations sur les courants énergétiques, sur les entités sur place aussi. Et puis voilà, avec le temps, ça s'est quand même beaucoup plus, ça s'est quand même étoffé parce qu'au départ, mes 3-4 premières consultations, ça tenait sur une feuille. Hein, voilà, et maintenant,
j'ai une dizaine de pages en général d'informations lorsque je fais un contact de psychologie, parce que j'ai quand même, bon, je dis une dizaine parce que j'ai quand même mes limites. Je vais rarement au-delà de 1 heure de canalisation. Hein. Même sur les grandes propriétés, en général, je m'arrête à 1 heure et après, si les propriétaires veulent continuer, on reprend rendez-vous avec des questions. Là, je leur demande plutôt, eux, après, de m'aiguiller sur, une fois qu'il y a une confiance qui s'est établie, m'aiguiller sur ce qu'ils aimeraient savoir. Voilà. Mais c'était vraiment très excitant les premières consultations. On a vu le potentiel. Ouais, et c'est vrai que moi j'ai assez halluciné quand même de toutes les informations que tu pouvais avoir, qui sont vraiment super diverses, mais super complémentaires en fait. Alors je fais juste un petit coucou à tout le monde dans le chat et je fais un petit coucou à Didier qui est présent. Bonsoir Didier. Qui dit déjà passionnant. Alors n'hésitez pas à poser vos questions hein, à Candice dans les chats. Donc c'est vrai que tu dis dans ton livre que tu demandes pas d'informations finalement aux gens. Non. Donc tu te bases juste sur la photo, la façade de la maison en fait, même pas les photos de l'intérieur. Alors, je demande pas d'autres photos qu'une seule. Enfin, en fait, je demande une photo. Il arrive parfois qu'on m'en envoie 3-4, mais en général, je regarde pas tout. Alors, si ça m'arrive de les regarder à la fin, quand j'ai fini, parce que j'aime bien moi avoir un peu des preuves que je me suis pas trompée, que j'étais dans le vrai. Mais non, je regarde pas. En fait, je ne fais aucune recherche sur Internet. Je ne demande pas l'adresse. Alors, il m'arrive d'avoir une adresse quand les gens réservent une consultation. Parce qu'ils m'envoient un email, ils me font un règlement et parfois il y a leur adresse postale. Mais même cette adresse-là, je n'y prête pas d'attention parce que ça pourrait très bien être leur résidence secondaire qui m'ont envoyé en photo et leur résidence principale qui s'affiche. Donc en fait, je ne me fie à rien d'autre parce que j'aurais toutes les chances de me tromper. Hein. Je ne me fie à rien d'autre qu'une photo de façade. Éventuellement, si on habite en appartement, je veux bien une petite flèche sur le lot d'habitation qui appartient à mes consultants. Mais voilà, une photo de façade, ça me suffit. Je demande rien d'autre. Ok, super. Et d'ailleurs, j'invite les gens tu as une chaîne YouTube où il y a en partie, où je ne sais pas si tu as des consultations, pas des consultations complètes, parce que je sais aussi qu'il y a des parties intimes aussi pour les gens. Oui, alors j'en ai mis une. Non, j'en ai mis plusieurs. J'en ai mis quelques-unes, mais j'en ai vraiment une qui est en live. On entend la voix de mon consultant, et je remercie ce monsieur qui a accepté que son enregistrement de consultation soit diffusé, parce que c'est vrai que ça touche souvent quand même à l'intime. Moi, j'ai un peu de mal à le demander. Je l'ai fait 2-3 fois. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on diffuse votre consultation? Ça peut être un petit peu gênant. Voilà, ça peut être un petit peu gênant, et c'est vrai que bon, ça. Alors, j'ai eu l'autorisation en revanche de retranscrire par écrit ou avec ma voix ce qui s'était passé en consultation. Voilà, ça c'est plus facile quand même pour mes consultants. Donc j'ai mis quelques vidéos comme ça. Voilà, après ça demande quand même beaucoup de temps. Je le fais pas systématiquement. Aujourd'hui, j'ai plus tellement le temps de faire ça. Moi, j'ai justement écouté celle où il y a le monsieur qui parle. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a poussé à venir vers toi parce que j'ai halluciné. Je trouve pas d'autres mots. C'était vraiment. Et puis en plus, c'était vraiment là une maison pour le coup. Il y avait des trucs extraordinaires. Alors oui, c'était une maison qu'il était en train d'acheter, oui. Ouais. Et voilà. Et effectivement, il y a eu des coupures hein, quand même. Il a lui-même coupé des passages qui étaient personnels, mais qui étaient pertinents, très pertinents avec ce qu'il vivait. Ouais. Ouais, vraiment. Est-ce que finalement une maison, elle va attendre quelque chose de ses habitants? Ah oui. Un échange avec l'habitant. Un échange dans ce que la maison va attendre de ses habitants, quoi. Oui, alors elle attend des choses évidemment. Elle attend une protection sur le physique. Elle a, comme nous avons un peu cet instinct de survie et une conscience du coup que sans l'homme, elle va pas pouvoir y arriver. Hein, c'est à nous de prendre soin des murs, de prendre soin
de toute la partie physique, quoi. Et ça, c'est pour ça souvent aussi qu'on parle des travaux. Enfin, moi, je pose toujours cette question, est-ce qu'il y a des travaux à faire, parce que la maison, pour elle, c'est hyper important. Alors, elle attend aussi des choses par rapport à sa sécurité. Ça, je l'ai constaté plusieurs fois. Il y a des maisons qui sont très angoissées par la sécurité du lieu. J'en ai eu une récemment aussi, très stressée par le feu. Très stressée par le feu. Et effectivement, qui me parlait des cheminées, c'était aussi pertinent avec la réalité. Il y a des travaux sur les conduits de cheminées qui ont été faits parce que tout n'était peut-être pas encore, enfin, tout n'était plus peut-être sécurisé. Qu'est-ce qu'elle attend d'autre? Elle attend beaucoup d'énergie de l'homme par rapport à l'entretien de la maison. Voilà. Après, c'est vraiment du cas par cas. Mais la grande, ce que je retrouvais pratiquement partout, c'est ça, l'instinct de sauvegarde. Ok, alors là, je vais prendre tout de suite une question de Carrie, que tu peux la voir normalement. Je la vois là, je la vois. Alors, c'est un peu petit pour moi, je vais agrandir. Alors, qu'on soit locataire ou propriétaire, est-ce la même chose? Oui. Alors oui, c'est intéressant. En fait, ça peut être intéressant même quand on est locataire, parce que on va avoir des informations sur qui a été là avant. On peut avoir des informations sur le nombre d'occupants, enfin à peu près. Hein, je dis pas que je donne jamais de chiffres sûrs, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de passages? Dans quel état d'esprit étaient les gens qui sont passés par le lieu? Est-ce qu'ils ont laissé des choses sur place qui peuvent être, en général, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir s'il y a des problèmes. Voilà, donc qui peuvent être mauvaises pour l'occupant actuel. Donc oui, c'est très intéressant aussi quand on est locataire. Ok. Parce que ça a quand même un grand impact, hein, tout ce qui s'est passé dans le lieu auparavant. Oui, moi donc, je suis locataire et je suis persuadée qu'il y a aussi quelque chose, voilà, en tant que locataire, de toute façon, on occupe les lieux, donc voilà. On est là aussi pour... Alors, ce qui va peut-être moins intéresser, c'est les travaux, hein, parce que c'est au propriétaire de les effectuer. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ceci dit, si on aborde la question des travaux, même avec un locataire, ça peut permettre au locataire de se dire, parce que pour moi, c'est intéressant toujours. Oui, effectivement, elle s'est pas trompée. J'ai effectivement ça qui va pas, je veux dire n'importe quoi, dans ma salle de bain. Bon, ça le met en confiance de voir que moi j'ai repéré éventuellement des travaux à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, dans l'éventualité que le propriétaire ne soit pas à l'écoute de ce genre de renseignements, oui. En tout cas, ça peut aider le locataire à se diriger pour les demandes qu'il aurait à faire au propriétaire, quoi. Oui. Sans parler de moi en général, mais oui. Alors, il y a Anaïk qui dit « Ma mère m'a toujours dit c'est la maison qui choisit ses occupants ». Est-ce que c'est vrai selon toi, selon ton expérience? Selon moi, non. Non, selon moi, une maison, ce que je dis dans mon livre, de toute façon, elle n'est pas capable de basculer vers la force négative. Ouais. Une maison n'est pas... son âme, elle, n'est pas là pour faire du mal. Éventuellement, ce qui peut nous faire du mal, c'est des choses qui seraient restées sur place, des anciens occupants, donc de la mauvaise humeur, des crises de colère, éventuellement des choses encore beaucoup plus néfastes, comme un crime sur place, je vais dire, même si c'est quand même très très rare. Hein. Ça peut nous faire du mal, et ça peut nous donner envie de partir du lieu. Mais c'est pas la maison elle-même, en elle-même, c'est pas son âme qui va nous repousser. Ou alors elle peut nous repousser en disant ne reste pas, c'est mauvais pour toi. éventuellement, oui, je crois que j'ai déjà eu un cas comme ça. La maison en fait qui disait pas ne reste pas, va-t'en déménage, mais plutôt qui poussait un peu ses occupants à sortir, à aller se promener un peu, à ne pas rester dans le lieu, à pas trop s'infuser de ce qu'il y avait sur place. Parce qu'une maison est bienveillante, elle est bienveillante. Après, il peut y avoir ces problèmes d'énergie résiduelle sur place qui peuvent du coup être palpables et nous déplaire et nous donner envie de quitter le lieu. Ou alors, il peut y avoir aussi d'autres entités sur place. Voilà, des entités qui pourraient dégager une mauvaise énergie, se servir de nous éventuellement, de nos faiblesses, voilà, avoir une emprise. Alors justement, par rapport à ça, on a Nathalie donc, qui dit « J'adore la géobiologie et donc je suis très intéressée par la psychologie.
habitant souvent dans des maisons anciennes et surtout une qui datait du XIe siècle, est très chargée et occupée par des entités. Alors, justement, par rapport à sa réflexion, moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que justement, il faut se fier aussi aux apparences d'une maison qui est très vieille et dans laquelle on pourrait croire forcément que c'est chargé, par rapport à une maison qui viendrait d'être construite et où on pourrait croire qu'il ne s'y passe rien? Non, alors surtout pas. Voilà, en fait, c'est ça le piège. Et c'est pour ça que moi, je travaille à distance vraiment. Je veux pas me rendre sur les lieux d'habitation parce que je suis humaine et que si je vois des jolies roses grimper sur le mur, ça va forcément me plaire. Voilà. Donc en fait, non, il faut pas du tout se fier à ça. Moi, je vis dans une maison très ancienne. Qui a dû voir beaucoup de passages et qui est pas très chargée. Enfin, elle est pas occupée par des entités. On s'y sent très très bien. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut pas du tout se fier à ça. Et en revanche, j'ai eu vraiment un cas qui m'a beaucoup marqué, avec une maison qui était très jolie, qui était assez récente et qui était elle. Je vais pas dire négative, mais très chargée. On s'y sentait très mal. J'ai trouvé les raisons. Ça m'a été confirmé par la propriétaire. Voilà, une petite maison sympathique dans laquelle il y a quand même eu de la drogue, de l'alcool, un décès. Voilà. Donc non, il faut pas. Il faut vraiment faire appel à son canal. Faut vraiment se dégager de ces stéréotypes. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que ça peut nous fausser notre. Ouais. Et justement, par rapport aux entités, donc il y a un passage dans ton livre où donc c'est la maison qui dit en fait qu'elle est tétanisée par le nombre de défunts qui se trouvent là. Ça m'a un petit peu, j'y vois, elle ressent quand même ce truc d'être. Ah oui, oui. Je sais pas si on peut dire de la peur ou c'est quoi, qu'est-ce qu'il a, ça va là. Alors moi, j'exprimerai jamais aussi bien avec mes propres mots que la maison, le message. Donc là, je l'ai pas sous les yeux ce message, mais je m'en souviens. Et effectivement, c'est normal qu'une maison. Est-ce que tu me permets de lire la petite phrase? Oui, je t'en prie. Ouais. Si tu l'as, oui, vas-y. Alors je prends juste le début de la phrase. Alors. Sa maison m'a indiqué être tétanisée par ces défunts qui créent une grande pollution à la fois pour les habitants et pour le gardien lui-même. Ouais. Oui. Ben, je pense que les habitants devaient être. Vous savez, quand on dort, on se relâche, et je pense que à ce moment-là, je pense qu'il y avait une emprise sur les habitants de toute façon. Ouais. Alors après, c'est un cas particulier ici. Oui, c'est un cas particulier. Alors l'emprise, elle se fait souvent de façon insidieuse parce qu'elle n'est pas immédiate en fait. On s'installe dans un lieu et il faut plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines. Alors, on se rend pas forcément compte qu'on a changé, qu'on est plus fatigué qu'avant, qu'on est peut-être de mauvaise humeur, voilà. Donc l'emprise, parfois, même quelqu'un qui la vivrait pour être dans le déni. Alors moi je trouve ça intéressant quand on a le message du gardien qui dit que même lui en fait, il est faible par rapport à des entités négatives. Même lui, ça lui fait du mal. Ouais, c'est intéressant aussi ça parce que on a Sully qui demande: une maison peut-elle avoir un rôle actif dans notre évolution? Ça, t'en parles aussi à un moment donné. Oui. Dans des cas particuliers. Alors, est-ce qu'elle peut avoir... Oui. Alors oui, moi je pense que oui. Je pense qu'elle peut réellement créer... Ça dépend du lieu où on se trouve. Un lieu ancien... Moi, la maison dans laquelle je suis a appartenu à une communauté religieuse. Bon, est-ce que ça m'aide aujourd'hui? Je pense que quelque part, ma maison a une identité comme ça spirituelle.
Donc je pense pas que ça m'aide, mais je pense que quelque part, ça m'a permis de reconnecter à des choses. Euh, donc oui, elle peut avoir un rôle dans notre évolution. On a le droit de la quitter aussi à un moment, sa maison, même si à un moment elle nous a aidés dans notre évolution, même si on l'a beaucoup aimée, et on a le droit d'aller vers une autre. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont hésité parfois à quitter un lieu dans lequel ils se sentaient vraiment bien, dans lequel il s'était passé beaucoup de choses et des changements qui les avaient tirés vers le haut. Oui, ça peut avoir un rôle actif dans notre évolution. Il y a aussi un système parfois de ce qu'on appelle les vortex. Ouais, Voilà, il peut y avoir aussi certaines énergies sur le lieu. Alors, si on parle d'évolution spirituelle, évidemment, hein, si Suki Blue parle d'évolution spirituelle, se trouver proche de lieux comme ça où il y a des canaux énergétiques peut-être plus puissants qu'ailleurs, ça peut nous aider aussi. Alors là, ce sera pas vraiment la maison en elle-même, mais ce sera l'endroit où a été installée la maison. ouais, parce que tu as des infos vraiment sur plein de choses, donc même sur les sols, Ouais. vraiment plein de choses, quoi. Et donc, Marilyn, elle demande, et la mémoire des murs, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que j'appelle les énergies résiduelles. En fait, une maison, elle peut avoir des murs principalement où ce qu'on trouve, c'est de la pierre, du parpaing. On peut aussi avoir des chalets en bois à la montagne. Et ça, j'en ai jamais eu en consultation encore des chalets totalement maison en bois. Je ne l'ai pas fait, donc je vais pas en parler. Parce que je pourrais dire une bêtise. Mais en revanche, effectivement, une maison est composée de cellules. Voilà, c'est chaque petite partie du parpaing est un grain de sable et qui peut emmagasiner des informations. Voilà, c'est un réservoir, c'est une mémoire. Donc effectivement, on peut retrouver. Alors, ce sont nos énergies à nous qu'on va retrouver souvent dans les murs. Hein. Après. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que si on a une maison totalement en bois, on pourra. Alors, je ne sais pas si le bois peut vraiment absorber des énergies, mais en revanche, on pourra avoir des informations sur la provenance du bois, où il vient, quel type d'arbre c'était. Ça, on peut. Enfin, si j'ai de la chance, je peux même peut-être voir cet arbre. Avis aux personnes qui ont une maison en bois. Voilà, j'en ai jamais eu. Alors, je vais prendre une question sur Facebook parce qu'il y en a une. Alexandra, être réveillée tous les matins vers 4 heures peut-il avoir une relation avec mon appartement? Je n'éprouve plus l'envie de faire le ménage. Alors, ce serait bien quand même de faire le ménage pour le savoir en fait, pour éliminer. Alors, je parle du ménage énergétique. Mais le ménage énergétique, il peut se faire aussi déjà en faisant son ménage. Je sais pas exactement ce que veut dire Alexandra, hein, mais déjà en rangeant bien sa maison, en retirant tout ce qui nous déplaît chez nous dans notre maison, éventuellement des vieilleries auxquelles on est attaché sans trop savoir pourquoi, mais qui n'ont que peu d'intérêt. En faisant ce ménage-là, déjà, on va retirer beaucoup d'énergie résiduelle. Voilà. Après, le ménage énergétique, c'est bien de le faire. Donc moi, dans mon livre, je mets des conseils pour faire son ménage énergétique. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, une fois qu'on a fait son ménage, à la fois physique et énergétique, on regarde si on se réveille toujours à 4 heures. Alors, si on se réveille toujours à 4 heures, on peut éventuellement après se demander s'il n'y a pas quelque chose qui nous dérange, du type une pollution liée à une entité. Alors, à ce moment-là, j'ai aussi dans mon livre des petites solutions. Je parle pas de faire un exorcisme, hein, mais je parle éventuellement d'essayer de traiter une pollution liée à une entité de façon facile, voir ce que ça donne avec ma solution à moi. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, si on se réveille toujours à 4 heures, il faut aller voir ailleurs. Il faut se dire bon, est-ce que ça vient pas simplement de moi, hein, c'est possible. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui me perturbent dans la vie, qui font que je me réveille. Enfin, voilà, il peut y avoir. Moi, je peux pas le dire tant que j'ai pas fait une consultation en fait. Je pense qu'il faut éliminer petit à petit, changer des choses dans sa vie pour voir si c'était lié. Oui, de toute façon, il faut. Une fois qu'on a épuisé les solutions par soi-même, à ce moment-là, il faut voir pour s'adresser peut-être à quelqu'un. Exactement. Ouais.
Donc oui, c'est vrai que donc toi, s'il y a par exemple, tu te rends compte qu'il y a des entités qu'il faudrait faire partir, voilà, que ça pourrait soulager, toi, tu n'interviens pas dans ces choses-là. Alors non, j'ai pas vraiment le temps de le faire. Je pense pas que ce soit non plus ce que j'ai à faire. D'accord, ouais. Euh, il y a certainement alors des gens compétents pour ça. Euh, toujours essayer de s'adresser à quelqu'un qui a eu des bons retours auparavant. Je trouve que, enfin voilà, la difficulté surtout, c'est de trouver la bonne personne après pour nous aider. Mais moi, je ne le fais pas. Éventuellement, là où je peux conseiller, c'est quand je trouve une entité qui est déjà prête à partir, en fait, qui attend juste un tout petit coup de main. Là, je peux aider parce que c'est pas un trop gros travail. Je peux expliquer comment faire. D'accord, ok. Est-ce que, parce que ça, tu en parles, de toute façon, je parle de tout ce que tu parles dans ton livre, hein, Mmh. est-ce qu'on va trouver automatiquement un gardien Ah des oui. lieux dans une maison? Alors oui, j'en ai toujours trouvé, sauf il y a deux choses. Il y a des gardiens très très éteints. Une maison qui n'est pas habitée aura toujours une âme en fait, parce qu'une maison peut rester longtemps. Voilà, une maison qui vit, qui a un potentiel de vie de 500 ans, on va dire. Mettons qu'elle ne soit pas habitée pendant une dizaine d'années, c'est rien du tout. C'est très peu de temps pour elle, comparé à ce que pour nous, représente une dizaine d'années dans nos vies. Donc, il y aura toujours un gardien. Le moment où on risque de ne plus trouver de gardien, il y a plusieurs possibilités. Mais il y a la possibilité, par exemple, comme je vous disais, de la force négative. Elle n'est pas capable de basculer dans une force négative. Donc une maison qui serait très polluée, avec des humains vraiment pas agréables, enfin je sais pas, qui pourraient faire plein de choses, des entités négatives, une maison très très chargée, une maison dont on ne s'occuperait pas, dans laquelle on ne mettrait aucune énergie pour la maintenir. Alors elle s'effondrerait pas forcément, mais elle perdrait son âme. Un gardien peut disparaître par rapport à tout ce que j'ai pu couper, hein, peut disparaître voilà, de cette façon-là, ou alors peut disparaître quand la maison est abattue par le feu ou démolie. Voilà. Là, il peut disparaître. Ok. Évidemment, si j'oublie quelque chose, reprécise, Oui, non, hein, parce que n'hésitez pas à poser des questions parce que franchement, c'est un terrain, j'ai envie de dire, très très large que tu occupes, on va dire, dans cette méthode. C'est vraiment, et on va encore en parler, il y a encore des choses à dire. J'ai vu aussi qu'il y avait parfois des demandes de travaux de la part des maisons. ah oui, oui, parce que en fait, c'est un transfert d'énergie quand on fait des travaux. Bon, si la maison demande un agrandissement, par exemple, alors on a le choix hein, de le faire ou de ne pas le faire. Jamais il faut se sentir une maison n'y va pas par quatre chemins. En fait, si je pose la question, est-ce que tu as besoin de travaux, une maison va répondre sans tergiverser, sans employer non plus de petits stratagèmes pour nous faire comprendre les choses ou pour obtenir ce qu'elle a envie d'obtenir. Donc simplement, je peux avoir la réponse et j'ai déjà eu cette réponse-là. Je veux une terrasse ou je sais plus, une piscine. Je crois que j'ai eu aussi un jour quelque chose un peu comme ça. Alors la volonté de la maison, qu'est-ce que c'est? C'est d'obtenir de l'énergie de notre part, parce que il va y avoir plusieurs énergies qu'on va mettre dans la construction d'un nouveau bâtiment sur la propriété ou sur la réfection du bâtiment déjà existant. Il y a une énergie qui est financière. Celle-là, elle est presque obligatoire. On va être obligé d'acheter des matériaux. On va être obligé de probablement peut-être payer des ouvriers pour qu'ils viennent travailler chez nous. Et ces ouvriers, à un moment, ils vont mettre une énergie physique. Ils vont mettre de la sueur en fait hein, à travailler pour cette maison. Et en fait, ça, ce sont des transferts d'énergie. Voilà, cette énergie que l'un va dépenser pour l'autre, la maison. Donc la maison va récupérer l'énergie financière, l'énergie de l'ouvrier. Elle va plus
resplendir grâce à cette énergie. C'est pas une énergie qu'on va pouvoir voir physiquement de nos yeux, mais quelque part il va se passer quelque chose. À chaque fois qu'on va voir la maison, on va être interpellé, on va la trouver plus belle, on va la trouver. Il y aura quelque chose qui nous plaira plus. C'est une énergie qui a plus de consistance et l'énergie que, en fait, on ne fait que ça toute la journée, des transferts d'énergie. L'énergie qui aura été dépensée, soit financièrement, soit nous-mêmes qui faisons des travaux chez nous par notre sueur, on va aller la récupérer ailleurs. On leur a donné dans la maison, mais nous on va aller la récupérer ailleurs. On peut aller la récupérer de plusieurs façons. Notre énergie qu'on aura dépensée pour la maison, on va aller la récupérer dans l'alimentation, on va aller la récupérer auprès de personnes aussi parfois qui ont plus d'énergie que nous et à qui on va en prendre. On va en prendre pas forcément les vampiriser, mais voilà, toute la journée, tout le monde fait du transfert d'énergie. Voilà. Ouais, et c'est vrai que l'expliquer que et puis c'est compréhensible, je trouve, qu'elle va préférer un propriétaire qui va s'investir parce que il a à cœur de se sentir bien dans sa maison, et elle va recevoir des énergies d'amour, en fait, finalement. Oui, les énergies d'amour, ça c'est très important. Une maison qui va être rénovée par une entreprise qui va faire les choses machinalement. Elle va préférer que ça soit le propriétaire, à la limite, qui fasse les travaux, quoi. Alors oui, j'ai une petite anecdote là-dessus. Ça c'est quelque chose d'une consultation que j'ai faite après l'écriture de mon livre, en fait. C'est une maison. Alors, j'ai pas le texte sous les yeux, mais c'était joliment dit. Moi, j'ai eu la vision, quand je cherche à avoir des images, je ferme les yeux. Je laisse venir. Et j'ai eu la vision d'un maçon. Mais si vous voulez, sur la photo, je voyais qu'il y avait eu de la maçonnerie de fait dans la maison. Je voyais il y avait pas une dépendance, mais un agrandissement de la maison. Donc, je voyais bien qu'il y avait un maçon. On me montrait un maçon. Mais je voyais bien que c'était pas forcément le maçon d'une entreprise. Je voyais que c'était quelqu'un. Alors, c'était pas le propriétaire non plus. Hein. C'était pas non plus le propriétaire. C'était pas mon client. On me montrait que la maison voulait dire merci à ce maçon. Voilà, il avait mis beaucoup d'amour. Elle me disait qu'il aimait le lieu et qu'il avait fait vraiment les choses avec cœur. Et quand j'ai lu le message à mon consultant, je lui ai dit voilà, je vois bien un maçon. C'est pas une entreprise. La maison lui dit merci, voilà ce que je viens de dire. Il l'a fait avec l'amour. Et mon consultant a tout de suite vu de qui il s'agissait. Et effectivement, c'est quelqu'un qui avait travaillé gratuitement pour lui à faire de la maçonnerie dans le jardin. Voilà, dans le jardin. Et c'était assez joli cette façon quand même de remercier une personne de passage en fait, mais qui a donné de l'amour, qui a mis vraiment une énergie à la fois physique et une énergie du cœur. Donc il y a vraiment de la gratitude de la part de la maison, quoi. Ah oui. Et d'ailleurs, le consultant était touché par ce message qui n'était pas pour lui, mais ça l'a touché, oui. Ouais, et même d'ailleurs au niveau des travaux, donc dans le travail qui a été enregistré avec ce monsieur-là, donc on peut même avoir des énergies qu'on peut appeler ou qui sont présentes justement dans la modification des murs à casser, des énergies qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est super intéressant, en fait. On ne se doute pas qu'on peut avoir toute cette aide des mondes subtils, en fait. Oui, alors ça, c'est un peu à part. C'est l'idée que nous, en tant qu'humains, on agit sur le physique. On est très capable, on est fait pour ça, manipuler la matière. Donc, on monte des murs, on change des fenêtres, tout ça, on est super fort. En revanche, le message que j'ai eu, qui pour moi est intéressant, c'est qu'après, quand il y a un travail énergétique à faire dans la maison, on peut le faire, le nettoyage énergétique. Mais là-dessus, on n'est pas les meilleurs. On peut demander des aides. Il y aurait des entités qui seraient chargées de ça. Alors, je dis pas qu'elles font que ça, mais à qui éventuellement on peut demander de l'aide si on ne sait pas le faire soi-même. Ou même, parfois, il serait même plutôt conseillé, même si on s'en est toujours sorti tout seul, de les appeler. Quand il y a des grosses modifications dans une maison, il vaut mieux faire appel à des entités qui manipulent de l'énergie. Elles manipulent pas de la matière, elles manipulent de l'énergie. Donc, quand on a fait des travaux chez soi, qu'on a fait d'un appartement, je veux dire un 3 pièces, un loft, on a battu toutes les cloisons. Là, d'un coup, il y a un gros désordre énergétique qui se passe parce que la maison, l'appartement, ça faisait des années
qu'il y avait une circulation d'énergie organisée. Voilà, organisée depuis 20, 30 ans, ça tournait comme ça. Et voilà, c'était fixé, quoi. Et là, on casse toutes les cloisons. Alors, le mieux, j'ai pas de nom à donner, hein. C'est le cœur qui parle. C'est dire, moi, j'appelle ces énergies qui savent manipuler ce qui est immatériel, pour m'aider dans mon logement, pour essayer de rétablir un courant fluide, doux, qui convient à ma personnalité, qui convient à ce que je veux faire dans ma vie. Voilà. Alors je dis doux, hein, mais pour une autre personne, ça pourrait être un courant énergétique plus tonique. Voilà, parce que j'ai besoin d'être tonifiée dans ma vie. Et à ce moment-là, voilà, en fait, tout est, on se rend des services. On se rend des services. C'est pour remercier, après, on a juste besoin de dire merci avec son cœur ou de faire une petite offrande. Mais nous, entre humains, on est là pour se rendre service. Mais si on croit au monde subtil, on peut aussi se dire qu'entre personnes incarnées et désincarnées, on va dire, on peut aussi travailler ensemble. Ok, bah c'est intéressant aussi ça. Alors, je vais reprendre une question ici. Alors, les cours d'eau tout autour d'une habitation ont-ils une incidence? Oui. J'ai côté est, le canal du Midi, et côté sud, une rivière. Alors oui. Alors encore plus si on les aperçoit de la maison. Si on peut les apercevoir de chez soi, c'est encore plus d'action. Alors ça fait plutôt partie d'un travail qu'on peut faire en Feng Shui. Une étude Feng Shui, là, serait plus à même de dire quel impact ça a, pas sur la maison, mais sur l'habitant, en fait. Ça peut avoir un impact sur la maison, hein. Mais le Feng Shui va plutôt s'intéresser aux habitants d'un lieu. Et ça, quand on fait une étude Feng Shui, on s'intéresse à l'eau. Alors surtout aux grosses réserves d'eau comme ça, hein. C'est-à-dire une piscine déjà, ça. Une piscine chez soi, ça peut avoir une grosse incidence selon qui vit dans la maison. Une piscine, la mer aussi en face de chez soi. Enfin, je veux dire, c'est une telle quantité d'eau. La piscine, en plus, c'est un petit peu un réservoir stagnant. Alors même si ça tourne sur soi-même, c'est toujours la même eau là qui. Donc oui, ça. Avant d'acheter une maison, s'il y a une piscine, mon avis, faire une étude Feng Shui pour savoir si c'est bien pour le couple ou la personne seulement qui s'installe dans le lieu, c'est une bonne idée. D'ailleurs, est-ce que elle le voit depuis chez elle, je vois qu'elle dit. Ouais. Oui. Alors, pas forcément s'intéresser à la maison par rapport au cours d'eau, mais à vous. C'est-à-dire, est-ce que ça a un impact sur moi, plus que sur la maison? Ok, d'accord. Et donc, c'est ça que je voulais te demander aussi. Est-ce que quelqu'un qui aurait projet d'acheter une maison, est-ce que tu peux, avant qu'elle en soit propriétaire, faire une étude de la maison avant qu'elle l'achète, en fait, ou pas? Alors, oui, je l'ai fait plusieurs fois. Oui. Alors, elle peut le faire. Maintenant, si tu as des questions précises sur qu'est-ce qu'on peut trouver, je vais te répondre. On peut trouver la même chose que ce que j'expliquais tout à l'heure pour les gens qui sont locataires. Qui a vécu dans la maison avant? Comment se sont comportées ces personnes? Qu'est-ce qui reste d'elles sur le lieu? Est-ce qu'il faut que je m'en sépare de ce qui reste de ces personnes sur le lieu? Ou est-ce que je peux conserver parce que ça va me servir dans ma vie future, moi, ma petite vie que je me prépare dans l'habitation? Parce que parfois, il n'est pas nécessaire de se débarrasser de tout ce qu'une personne a laissé sur place. Parce qu'une personne peut aussi avoir laissé de très jolies choses sur place. Une personne très gaie qui va vendre sa maison à une personne peut-être un peu déprimée, ça pourra lui faire beaucoup de bien de vivre dans les énergies de l'ancien propriétaire. Ok, parce que ça, c'est génial en fait de pouvoir faire ça, quoi. Ouais, on peut trouver beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Alors, une maison, il y a toujours matière à parler. Enfin, il y a toujours de l'information. Hein. J'ai pas tout fait, mais je suis convaincue qu'on peut encore trouver beaucoup de choses. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un château ou des grandes bâtisses comme ça, par exemple? Oui, j'en ai eu plusieurs. Oui. Alors, justement, c'est pour ça que je disais, je ne fais des canalisations que d'1 heure. C'est un peu juste, en fait, pour ces grandes maisons. C'est un peu juste. Du coup, ça m'est arrivé de faire plusieurs consultations. Mais après, on peut pas non plus... mes limites, moi...
j'ai eu des gens qui avaient des grosses problématiques en fait avec leur propriété. Et parfois, ils attendaient aussi qu'on leur dise quoi faire. Et ça, là, il faut pas. On risque d'être déçu en fait si on veut que la maison nous dise est-ce que je dois être vendue, comment faire pour si les consultants attendent de savoir comment faire les travaux. Là, je vais pas pouvoir répondre à ça. Mais oui, oui, des châteaux, j'en ai eu plein avec des histoires intéressantes. À chaque fois confirmées, même si je peux pas donner de date précisément. Moi, je peux donner des idées d'une époque par rapport à des visions que j'ai eues, à des habits, à des choses comme ça. On peut recouper l'histoire de la maison en ce que j'apporte comme éléments et les éléments historiques que connaissent les propriétaires. Ça marche bien. Ça marche bien. Ok. Alors, Carrie qui demande, je suis locataire d'une maison dans un petit village. La mère du propriétaire vivait dedans. Aujourd'hui, elle est décédée. J'ai une sensation que je dois acheter cette maison, mais mon proprio ne veut pas. Dois-je insister? Alors, est-ce qu'elle doit insister? J'en sais rien. Son proprio ne veut pas. C'est un problème entre humains, ça, en fait. C'est pas un problème avec la maison, c'est un problème entre humains. En fait, il faut pas croire que les énergies sont capables de tout. L'humain a son libre arbitre. Et si le propriétaire actuel ne veut pas vendre, s'il est tête de mule ou s'il a de très bonnes raisons aussi, hein, c'est possible. Hein. Je veux dire, la maison lui fera pas entendre, raison. Hein. Oui, parce que finalement, dans ton livre, ce que tu dis, c'est que la maison, elle accueille tout le monde. Ah oui, oui, oui. Elle accueille vraiment toutes les personnes qui viennent s'y installer. Elle n'a pas la capacité de rejeter les gens. Et c'est une expérience pour elle aussi, hein, finalement, de recevoir telle ou telle personne avec telle ou telle énergie. Ah oui, oui. Parce qu'elle évolue aussi dans ses énergies, non? Et ben oui, mais il faut se rendre compte que si la maison pouvait choisir ses occupants, il y aurait beaucoup de gens à la rue aujourd'hui. Hein. Ben ouais, j'imagine du coup. Voilà, donc. Ouais. Alors, Maïno. Certaines personnes pensent que leur maison les protège du malheur, absorbe pour eux les chocs de la vie. Est-ce possible? Merci. J'ai pas eu de message là-dessus vraiment explicatif. Moi, je pense comme ça, hein, je pense que c'est possible, oui. Une maison peut être un rempart. Et d'ailleurs, physiquement, je pense que cette maison est, une maison comme un château, justement, hein, un château qui avait cette vocation au départ, qui était construite avec l'intention de protéger les habitants, pardon, forcément, elle encaisse des chocs. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai eu un château récemment, c'était une ancienne tour au départ. Elle disait ça, hein, elle disait qu'aujourd'hui, alors, elle le disait mieux que ce que je vais dire moi. Elle disait qu'elle était solide. C'est un château très 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 ancien. Qu'elle avait cette vocation-là d'être solide, mais qu'aujourd'hui, elle était presque un monument historique protégé. Et que du coup, c'est un paradoxe complètement d'être à la fois quelqu'un qui, une âme de protection comme ça, aujourd'hui, de vouloir être protégé par l'homme. Donc oui, effectivement. Alors, est-ce que une maison absorbe les chocs de la vie? Peut-être pas toutes les maisons, mais je pense que certaines, oui, c'est possible. Ok. Alors moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est parce que je sais pas comment je peux dire, tu rencontres, tu te connectes, je sais pas c'est quoi le mieux, a vraiment plein d'énergie et tu parles aussi des esprits de la nature. Oui, alors les esprits de la nature, moi, je ne suis pas, je suis ouverte à entrer en contact avec tout. Voilà. Donc, il y a des énergies qui se présentent à moi quand je me connecte à la maison. Et parfois, je leur ai trouvé pas des formes bizarres, mais j'ai eu des visions comme ça, un petit peu
d'un monde que je ne connaissais pas. J'ai pas lu de livre, je me suis pas intéressée pour savoir si j'avais affaire à des elfes, je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs, je connais pas tant de noms que ça. Mais en tout cas, oui, j'ai eu des visions dans des jardins, souvent à l'extérieur, d'entités. Alors, les êtres de la nature, du coup, souvent, du coup, je pose cette question pratiquement à chaque message. Est-ce qu'il y a des fées? Alors les fées, après, on se les représente comme on veut, hein, si on veut se les représenter comme dans un dessin animé avec des petites ailes. On peut. Moi, je pense que c'est plus une énergie joyeuse. Voilà, je vois de la joie, je vois de la délicatesse, je vois aussi un caractère bien trempé. Voilà. Donc ça, je sens bien qu'il y a ces petites énergies-là qui sont terrestres en fait. Ce ne sont pas des entités, elles sont terrestres, elles vivent ici, mais sur une autre vibration qui ne nous permet pas, une dimension qu'on n'arrive pas nous à percevoir avec nos yeux. Voilà. Donc elles sont d'ici, elles ont toutes les raisons d'exister ici et d'être, elles ont vraiment leur place. Donc on les appelle, moi je les appelle êtres de la nature parce qu'on les trouve souvent à l'extérieur. Alors il y en a pas forcément partout, hein, d'ailleurs. Hein. Si on vit en pleine ville en appartement, ça va être plus difficile, voilà. Ouais. De les trouver. D'ailleurs, dans ton livre, il y a un gardien qui, ça explique, alors je ne sais plus si c'est toi qui parles ou c'est le gardien, mais à quel point justement ça peut être profitable d'avoir des fées autour de son habitation. Ah oui, c'est profitable parce que je crois qu'aujourd'hui on a tous besoin d'avoir de la gaieté, quelque chose des vibrations joyeuses autour de nous. De notre part de pouvoir les accueillir aussi parce qu'elles viendront pas dans n'importe quelle énergie, quoi. Oui. En fait, par rapport à alors je ne connais pas tous les êtres de la nature, hein, ça j'en suis sûre, puisque alors en plus je me cantonne, hein, il faudrait peut-être que je change un peu, mais je me cantonne à demander est-ce qu'il y a des fées. Si on non mais voilà, parce que je les connais, je ne sais pas autrement où taper puisque ça fait pas partie de mes connaissances moi. Mais il y a probablement j'explique dans mon livre avoir eu des visions sur d'autres êtres. Je ne sais pas qui ils sont exactement, quelle est leur fonction, mais voilà. Je pense que si on était dans un autre monde, je suis médium dans un monde désincarné, j'aurais peut-être du mal à me représenter toute la diversité qu'il y a sur la Terre. Par exemple, n'ayant jamais vu de mouton en tant que désincarné, j'aurais peut-être du mal à me dire tiens, je vais aller parler avec un mouton ou avec une vache ou avec un singe ou avec un papillon. Voilà, c'est un petit peu pareil. Moi, je ne sais absolument pas ce qui se trouve, tout ce qu'on peut trouver dans ces vibrations subtiles. Donc voilà, je consulte, savoir s'il y a des faits ou s'il y a d'autres êtres de la nature. Alors, je peux avoir des messages. Alors, je ne saurais pas dire exactement à quoi ressemblent ces énergies. Si elles ont une forme d'ailleurs. Je ne saurais pas dire non plus à quel monde elles appartiennent exactement. Voilà, moi je mets ça sous le terme être de la nature. Et c'est effectivement positif de les avoir autour de nous, de la même façon que c'est très positif pour nous aujourd'hui de vivre entouré de cette nature physique qu'on arrive à percevoir, des arbres, un parc, des animaux. Ouais. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Vincent. Dans des immeubles, y a-t-il un gardien des lieux pour chaque appartement ou l'ensemble de l'immeuble? Ça, t'en parles aussi d'ailleurs. Oui, j'en parle parce que il y a plusieurs possibilités. Au départ, quand un immeuble se monte, il est fort probable qu'il n'y ait qu'un seul gardien pour tout l'ensemble. Ensuite, il va se passer du temps, mais chaque propriétaire, nouvel occupant, va amener dans le lieu sa personnalité et beaucoup d'autres choses. Et là, il est possible que les occupants fassent venir inconsciemment de nouveaux gardiens. Voilà. Mais au départ, moi, j'ai
je pars du principe, par rapport au message que j'ai reçu, qu'il n'y a qu'un seul gardien. Après, quand on passe à une dizaine d'années, 20 ans de vie, il est fort probable que voilà, et le gardien principal partage les lieux avec d'autres. Ok. Question de Nathalie. Que pense une maison après un nettoyage et rééquilibrage énergétique fait par un géobiologue avec une pierre levée de protection? Apprécie-t-elle? As-tu déjà eu l'expérience de cela? Alors, je ne sais pas ce qu'est une pierre levée de protection. Alors, moi non plus, Nathalie, si tu peux préciser peut-être. Voilà, moi je ne connais pas tout. Je connais ce que je fais le mieux. Les canalisations, le travail de géobiologie, je le connais un petit peu, voilà. Mais alors, je pense qu'en plus après chaque géobiologue a sa façon de faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un nettoyage et un rééquilibrage, a priori, ce n'est que bon. Il n'y a pas de raison qu'une maison n'en soit pas heureuse. Alors, une question de Roselyne. Bonjour Dame Kant, je vis dans une ancienne ferme. Ai-je raison de faire savoir que je souhaite que les personnes qui y rentrent disent des choses positives et pas de critiquer sur mon installation? Absolument. Absolument. Oui, il y a des maisons qui ont très mal pris les critiques. Alors, il me semble. Tu en parles, ça aussi. Oui, il me semble que oui, voilà, ça me revient. J'ai des gens qui venaient d'acheter une maison, qui voulaient faire une consultation. En plus, ils avaient des problèmes, les travaux avançaient pas du tout. Pourtant, ils aimaient bien leur maison qu'ils venaient d'acheter, hein, mais ils avaient de gros problèmes. Personne voulait venir faire les travaux. Et cette maison s'est plainte de ça. Elle s'est plainte de tout ce qu'elle avait pu entendre sur elle au moment de la vente. Tous ces gens qui étaient venus la critiquer. Et ça, c'est une souffrance. On peut comparer à ce qu'on vit nous quand on est critiqué sans cesse. Oui, c'est une souffrance. Ouais. Donc, et d'ailleurs, je me suis fait une réflexion quand j'ai lu ce passage-là en me disant, bah, peut-être que des fois, je fais peut-être pas assez attention à ce que je dis en tant que locataire qui se plaindre est en demande auprès du propriétaire qu'on ne voit pas beaucoup. Oui. On a du mal à faire venir. Donc des fois, c'est vrai que je m'en prends à la maison en me disant, oh, mais il y a encore ça. Comment ça la critique, oui. La critique, c'est pas tellement une bonne chose. Hein. On a du mal à s'en débarrasser parce que ça fait partie de. Mais c'est vrai qu'on va en être conscient par rapport à une personne. On va faire plus attention, même si on est énervé, on va se dire, on va prendre du recul et on va calmer la colère, par exemple. Mais c'est vrai que par rapport à une maison, quand on n'a pas conscience, elle ressent tout, elle entend tout. Alors, il faut pas la prendre non plus comme un humain. Mais en revanche, chez elle, ça va quand même créer quelque chose. Ça va pas aider, quoi. Ça va pas aider, ça va rabaisser son énergie. Mais il faut pas se dire qu'elle fonctionne exactement comme nous non plus. Moi, je fais le parallèle. Je dis comme nous, ça nous fait pas du bien d'être critiqué. Elle, ça va pas forcément. Il y a une sensibilité chez chaque maison qui est plus ou moins différente, hein. Mais ça va pas forcément. Voilà, c'est pas un humain non plus. Ce qui est sûr, c'est que ça va rabaisser son énergie. Elle va, quand je dis qu'on fait du transfert d'énergie systématiquement, tout le temps, elle, quand elle demande une maison, c'est pour un gain d'énergie. Si on la valorise aussi par notre parole, elle a un gain d'énergie également. Et si, en revanche, on la dévalorise, c'est pareil, elle en perd. Ouais, bah, c'est important quand même à prendre en considération, quoi. Alexandra qui dit, j'ai vu 3 magnifiques petites fées dans ma chambre cette nuit. C'était un spectacle fabuleux. Bah, j'imagine bien. Alors voilà, alors ça, moi je n'ai jamais vu de la même façon, même si Alexandra n'explique pas exactement comment elle a fait. Moi je les vois pas forcément de mes yeux. Hein. Je suis vraiment. Après, je veux dire, c'est aussi chacun a ses propres perceptions. Exactement. Voilà, exactement. Il y en a qui vont, c'est vrai, qui vont avoir cette capacité de voir sur d'autres plans, d'autres êtres que d'autres ne verront pas, mais ils vont voir d'autres choses. Exactement, voilà. C'est tellement infini que. Donc, je suis très contente pour Alexandra. Mais d'ailleurs, dans ton livre, il y a un gardien qui explique un petit peu que si on veut voir les faits, justement, qu'on se mette dans le noir, au crépuscule, et ça se dit comme ça, et qu'on ouvre notre cœur, en fait. Exactement, oui, oui. C'est vrai que tout passe par là, finalement. Carrie, bonsoir. Elle répond à Alexandra. Ah oui,
Bonsoir Alexandra. Ah bah oui, voilà. J'ai aussi eu 3 fées et des corrigans et une dragonne. Alors, par contre, les corrigans, je connais le mot, mais je n'arrive pas à l'utiliser. Voilà, moi non plus. Génial. Moi, jardin. Alors, quand elle dit ils sont dans le jardin, ils s'occupent de mon potager. Effectivement, voilà, il y a une entraide, hein, une entraide entre les mondes, et il y a peut-être une meilleure entraide entre les végétaux et le subtil. Peut-être que c'est un règne plus ouvert que le nôtre. Comme le règne animal, peut-être, voilà, on parle souvent des chats qui ont grande capacité de perception. Donc, il est possible qu'il y ait des mondes, des règnes qui s'entraident plus facilement interrègnes, voilà, que d'autres. Oui, aussi parce qu'ils ont, d'après mon ressenti à moi, ils n'ont pas cette dualité que nous, on a ici en tant qu'être incarné. C'est possible, oui. Après, voilà. Sébastien, ah bah non, c'était un petit coucou à Didier. Ah oui, voilà, sympathique. Mais il y a quand même une question. Bonsoir, y a-t-il des précautions à prendre quand nous vivons à moins de 50 mètres d'un cimetière? Merci. Oui. Moi, j'ai vécu ma petite enfance juste en face d'un cimetière. Mais à l'époque, du coup, j'avais pas tellement conscience de ce que ça pouvait représenter. Oui, je pense que c'est bien à ce moment-là de visualiser une protection pour sa maison, de visualiser une protection autour de sa maison. Une protection, ça peut être simplement en fermant les yeux, comme ça, se dire je mets une barrière entre ce cimetière et mon bien immobilier, infranchissable. Aucune entité ne peut pénétrer ma propriété grâce à cette barrière. Voilà, parce que de toute façon, le cimetière, ça peut être vecteur de beaucoup de choses. Déjà une grande tristesse de la part peut-être des gens qui viennent visiter, la tombe de leurs proches défunts. Et puis du coup, ça peut aussi il y a beaucoup de défunts qui peuvent transiter, quoi. Voilà, énormément. Ça dépend un peu de la taille du cimetière. Mais oui, créer une barrière simplement avec son cœur, ça peut être très efficace. Ok. Alors, Carrie qui répond, les corrigans sont des petits êtres celtes que nous trouvons en Bretagne. Mais oui, bien sûr. Voilà, ça va bien. Je suis bretonne, ouais, d'accord. Ouais, okay. Merci, Carrie. Merci. Patch qui dit, ma maison actuelle est plus tournée vers les dragons, ou plus exactement l'environnement proche. Alors oui, les dragons, ça peut paraître bizarre, mais j'ai déjà ressenti cette énergie en méditation et en fait j'ai eu cette sensation d'avoir le dragon en moi, de souffler comme un dragon. Alors ça a duré très très peu de temps, mais alors voilà, nous on aime bien les images. Alors est-ce que le dragon est vraiment comme le dessin? Ça je n'en sais rien. Le dessin qu'on fait, comme on se le représente dans les histoires pour les enfants, les histoires fantastiques, les contes. Ça je ne sais pas, mais c'est une énergie que j'ai déjà ressentie très puissante en moi. Oui. Ok. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont des expériences avec les fées. Les fées adorent les jardins avec tout plein de fleurs et tout plein de couleurs. J'ai expérimenté il y a quelques années. Une reine fée est venue se poser sur moi et juste énorme en émotion. J'imagine. Hein. Voilà. Alors, c'est sûr que quand on entend des récits comme ça, un petit peu sans rien avoir expérimenté, ça peut paraître complètement dingue, farfelu. Tout ça sont des choses qu'il faut vivre pour commencer à y croire. Mais peut-être même vivre plusieurs fois parfois pour vraiment. Et puis se faire confiance dans ses ressentis, parce que moi j'ai eu de l'expérience mais sans pouvoir la voir. Mais j'ai une fée sur l'épaule parce que je sens son énergie qui est là, mais par contre je peux pas la décrire. T'as pris quoi comme médicament? Oui. C'est voilà. Mais bon, après voilà, c'est chacun. Alors il y avait d'autres questions. Alors il y a Nathalie par rapport tout à l'heure à la géobiologie et la pierre levée.
Donc en fait, la pierre levée est mise dehors à un endroit précis et engrammée avec un code énergétique. Et dans la maison, on met une petite pierre engrammée aussi en rappel d'énergie et de protection. Ok, bah c'est intéressant ça. Mais tout est une question d'intention en fait. Les programmations, c'est de l'intention. À partir du moment où on met une forte intention dans quelque chose, ça devient efficace. Hein. Ouais. Je dis, mais c'est pas un effet placebo. Hein. Moi, je crois vraiment à ce pouvoir de programmation par l'intention. Pour ce genre de protection, donc de la pierre levée, mais comme j'expliquais tout à l'heure, pour la barrière, par exemple, entre un cimetière et sa propriété. Ouais. Le pouvoir de l'intention est très puissant. Alors là, il y a une question de Alexandra. Dame Cande, que penser d'une bougie qui s'allume toute seule la nuit dans ma chambre plusieurs soirs de suite? Ben moi, j'aurais peur. Je sais pas quoi penser. Je sais. Tu m'aurais dit que c'était éteint. Bon, il y a peut-être un courant d'air ou. Ben non, mais elle s'est pas éteinte, elle s'allume. Alors moi, je trouve ça surprenant. Je sais pas quoi penser. Honnêtement, Alexandra, j'en sais rien. Si je faisais un travail sur votre maison, peut-être que j'aurais une réponse encore. Il faudrait peut-être me poser la question pour que je le trouve. Je sais pas quoi penser. Moi, alors moi, j'ai eu un phénomène comme ça. Mais alors avec du feu, je trouve ça assez incroyable. J'ai eu des phénomènes électriques avec des choses qui se mettent facilement en marche. Alors, est-ce que c'est un pur hasard ou effectivement une entité qui me répondait au moment où je le souhaitais? Voilà, on peut toujours avoir des doutes. Maintenant, une bougie qui s'allume toute seule, c'est assez... C'est fort quand même. Hein. Oui, je sais pas quoi en penser. Après, quel est déjà ton ressenti, toi, quand il se passe ce phénomène-là? Est-ce que moi j'ai peur. Bien sûr. Oui, non mais je suis surprise comme tout le monde. Je veux dire. C'est sûr qu'il y a l'effet de surprise, mais une fois que l'effet de surprise est passé, peut-être encore dans le temps de se poser. Oui, non. Après ça va, je vais pas partir de ma maison, mais sur le coup, évidemment. Alors je sais pas comment Alexandra a géré les choses. Essayer de ressentir l'énergie, peut-être pour voir un peu ce que ça nous fait intérieurement, si ça doit nous faire peur ou pas, quoi. Alors j'ai pas entendu le début de ta question. Excuse-moi. Je dis peut-être essayer de centrer pour essayer de ressentir l'énergie qui est là à ce moment-là, voir ce que ça nous fait intérieurement. En fait. Non, mais alors, ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile pour une énergie d'agir sur la matière. Alors le feu, c'est pas forcément de la matière, c'est une énergie. Mais créer le feu, faudrait vraiment une énergie qui a une grande puissance, quoi. Ouais, quand même. Alors je sais pas quoi en penser. Écoute, Alexandra, si on a l'occasion d'avoir un retour sur cette bougie qui s'allume toute seule, je veux bien. Alors, il y a Sébastien qui répond « Pour le cimetière, je suis en immeuble et je m'y sens paradoxalement très très bien. Le soir avant de dormir, je demande paix intérieure et protection aux forces de la lumière et ça se passe très bien. » Parce que de toute façon, alors il y a plusieurs... On n'est pas tous pollués hein, en passant à côté d'un cimetière ou en allant à l'hôpital, parce que l'hôpital aussi, c'est un endroit où il faut se protéger, c'est ce que je recommande dans mon livre. Pourquoi est-ce qu'on peut se faire polluer ? Parce qu'on peut être en état de faiblesse à un certain moment de sa vie. Dépressif, après on peut aussi avoir des addictions, l'alcoolisme ou d'autres drogues. Ce qui fait que on peut à ce moment-là plus facilement se faire polluer par des entités ou se faire embêter. Avoir des entités qui gravitent autour de nous. Après, si effectivement on a une vie saine, qu'on est bien dans sa tête, bien dans sa vie, et que en plus de ça, comme Sébastien Dudu le fait, on demande une protection en plus de tout ce qui est déjà positif dans notre vie, pas de raison qu'on soit embêté. Ouais, c'est vrai. Alors, Alexandre, l'histoire de la bougie. J'ai changé la bougie de place, je l'ai mise dans la cuisine et ça s'est reproduit. Non, c'est pas une bougie d'anniversaire, là, celle qui s'allume pas. Je trouve ça incroyable. J'ai jamais entendu
je sais pas quoi dire, c'est exceptionnel. Enfin, Oui, parce voilà. que là, il y a, enfin, c'est une énergie qui a la capacité de créer le feu dans la matière. Donc, c'est quand même assez Mm. impressionnant. Euh, Patch, qui a une petite anecdote. Pour l'anecdote, les dragons se sont servis d'un de mes chats pour communiquer avec moi. Mais ça serait bien trop long à raconter. Ah oui, bah. Mince. Mais moi, j'avais entendu une histoire de dragon alors, qui s'occupait des enfants, en fait. Les dragons étaient très occupés avec les enfants à partir de leur naissance, ou même déjà dans le ventre de la maman, je crois, jusqu'à un âge où ils étaient assez forts pour euh, pour être seuls avec les parents qui s'occupent d'eux, mais qu'il y avait une protection des dragons. Et alors, c'est marrant parce que quand j'ai eu un de mes enfants quand il était bébé, ben parfois il s'est passé des choses. Et je me suis dit ben là, c'est pas possible. Il y a une protection, c'est des sortes de chutes un peu dangereuses qu'on peut avoir avec des enfants. Moi j'avais entendu voilà que que les dragons s'occupaient souvent des enfants. Ok, super. Alors j'ai Alexandra, remercié des dragons. J'ai remercié des dragons évidemment quand ma fille voilà avait fait des grosses chutes qui n'avaient rien du tout. Voilà. Alexandra qui dit la bougie, bah, j'ai pas eu peur plus que ça. Bah, tant mieux. Hein. Ah bah c'est peut-être pour ça que ça se produit chez elle, parce que chez moi jamais une bougie s'allumera parce que je vais faire un arrêt cardiaque. Donc ok. Des couvercles sur tous les bougeoirs du coup. Mm. C'est Bast qui répond. Oui, à mon avis, pour rejoindre. Si on a peur d'attirer des choses, c'est le meilleur moyen de l'attirer. Oui, c'est vrai. Bien sûr, ça aussi c'est une. Ouais. Ouais. Bébé Agia qui dit bonsoir, j'arrive tardivement, mais c'est pas grave parce qu'il y aura le replay. Mm. Et puis vous aurez les coordonnées de Candice hein, si jamais. Mais Alors, enfin c'est très gentil de nous rejoindre. oui. C'est- J'avais encore une question, moi. En fait, oui, c'est ça. C'est la partie qui m'a le plus interpellée, en fait. Au niveau justement de l'intimité que les gens, enfin, l'intimité des gens dans leur habitat, Mm. parce qu'il y a plein de messages en fait des gardiens. C'est des phrases toutes subtiles, mais qui veulent dire beaucoup. Alors des fois c'est avec de l'humour un petit peu. Bon, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Vraiment sur des comportements ou des choses qui se passent dans la maison. Alors moi c'est très important pour moi d'avoir des preuves. J'adore Mmh. ça. J'adore avoir des preuves que mon travail fonctionne, quoi. Que ce que je fais fonctionne. Et je suis assez friande de ça, hein, en fait. Des choses que mes consultants vont pouvoir valider. Et parfois, du coup, oui, ce sont des choses personnelles. Euh, la maison va évoquer quelque chose de personnel à son propriétaire. Et du coup, tu as pu lire dans le livre, j'ai mis quand même des choses assez fortes hein, qui peuvent être, excuse-moi, non, j'entendais un bruit, mais ce n'est rien. Des choses, des témoignages, enfin voilà, la maison va rapporter à son propriétaire des choses complètement vérifiables. Alors, je ne sais pas ce qui t'a fait rire. Est-ce que tu as un exemple, Laetitia? Ouais, je les ai soumis au fluo. Alors, je reviens. Tac. Tiens, on va mettre les petites bougies derrière nous. Elles sont déjà allumées. Alors, il y a donc voilà, il y a plusieurs thèmes en fait. Alors, par exemple, dans une maison où on laisse les affaires un peu trop traîner. Alors, est-ce que je peux lire le petit Oui, je crois que c'était une maison. Alors, j'étais gentille, mais je crois que c'était une maison très bordélique. Oui, c'est gentil, mais en même temps, on pourrait peut-être se vexer un peu, quoi. Oui. Donc, il dit, serait-il possible de faire une requête? Donc, c'est carrément une requête, en fait. Ouais. Offrez-nous et offrez-vous une personne spécialisée qui saura prendre soin du rangement. Le constat est sans appel, ce n'est pas non plus votre ressort d'effectuer les tâches dans les sanitaires vous-même.
Donc, Oui, oui, une femme de ménage, quoi. voilà, c'était ça. Alors pourquoi cette maison avait besoin d'une femme de ménage alors que d'autres pas du tout, hein. Je ne saurais pas le dire. En fait, à chaque fois, quand même, dans une maison, il y a une personnalité. Alors il est possible que dans cette maison, le premier occupant était une personne très maniaque. Peut-être même la personne qui a construit cette maison était peut-être très maniaque et que l'âme de la maison ait du mal avec un certain désordre, voire un très gros désordre, voire même du coup un manque d'hygiène. Voilà, donc ça, oui, ça fait partie des choses parfois. Ouais, c'est intime. Après, il y a des gens qui s'en moquent. Hein. Oui, c'est pas Ouais, d'archi, c'est pas très grave. On peut en parler. après, bah, c'est vrai que on dit souvent aussi que faire le ménage matériellement, ça aide aussi dans les énergies de la maison. Hein. Ah, ça, et puis ça, si on le fait avec l'intention de nettoyer aussi, quand on fait son ménage de poussière, je vais dire, ou de rangement, et qu'on le fait avec une intention de ménage aussi énergétique, ça fonctionne un petit peu. Hein. Ça peut. Quand on fait le gros ménage de printemps, Oui. on se débarrasse de choses, ça, on le ressent. Hein. Ah, c'est énorme ça. Oui, oui. Ouais. Ouais. Alors, il y en a un autre. Alors, je ne vais pas tous les dire parce que je veux quand même pas dévoiler ton livre. Ouais. C'est plus sympa d'aller les voir soi-même. Donc, juste une autre que j'ai adoré aussi. C'est dans une maison où les enfants font le mur pour sortir la nuit. Donc là, vous pouvez sortir la nuit, mais il serait plus correct de verrouiller la porte pour la sécurité de ceux qui restent au calme. Alors oui, il y a des maisons quand même qui sont très. J'en parlais tout à l'heure. Elles ont peur pour leur sécurité. J'en ai eu plusieurs comme ça qui avaient peur qu'on rentre, que des gens viennent dans la maison voler ou faire du mal. Ouais. J'en ai eu plusieurs, ouais. Alors, je vais prendre les derniers commentaires. Sébastien, peut-on avoir des petites techniques si ça n'a pas été posé la question de se protéger en voiture? Alors, se protéger en voiture, du coup, c'est pas tellement la protection dans la maison. Protéger sa voiture, moi je dirais qu'il faut demander l'aide d'une entité pour essayer de nous prévenir d'un danger, d'avoir les bons réflexes et éventuellement d'éliminer tous les dangers. Maintenant, les entités ne sont pas capables de faire tout le travail. Hein. C'est-à-dire que agir sur l'humain, c'est possible. Agir sur la matière, pour elle, voilà, c'est possible jusqu'à un certain point. Hein. Il faudrait des énergies très très puissantes quand même pour agir sur la matière. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que pour nous protéger en voiture, éventuellement, on peut, avant de démarrer, demander à être très rapide dans l'analyse de ce qu'on est, de la circulation, par exemple. Voilà, demander une aide. Après, demander une aide. Moi, je donne pas de nom, je n'en ai pas, mais je considère qu'à partir du moment où on demande la meilleure aide possible, je pense que la meilleure énergie possible va se déplacer. Voilà, on n'a pas besoin de la nommer ou de la visualiser. À partir du moment où on dit je veux la meilleure possible, il y a qu'elle qui peut venir. Moi, ce que je fais, c'est que régulièrement, enfin quasiment, c'est vrai que pas pour les petits trajets, je le fais pas automatiquement, mais c'est vrai que je vais demander, en fait, donc pareil, j'appelle pas d'énergie particulière, en fait, que l'on protège ma route et l'intégralité de mon véhicule. Donc comme ça inclut le moteur, la carrosserie, tout. Alors, il y a moi j'avais entendu qu'il y avait des archanges, il y a des gens qui travaillent avec des archanges. Après, je ne sais plus si c'est Michael ou Raphaël mais à partir du moment où on fait une demande, moi je pense qu'il y a forcément un moment, une énergie qui va nous entendre. Maintenant, si on roule quand même à 220 et qu'on est ivre... oui, après, il ne faut pas non plus titiller le destin, quoi. Voilà, c'est sûr. Non, mais je veux dire, on ne peut plus rien pour nous, quoi. C'est ça. Bébé HGL, ma maison, c'est mon beau-père qui l'a choisie pour nous et nous l'a imposée pour le prix. Est-ce que ça joue? Je m'y suis jamais sentie chez moi, maintenant ça va. Après moult nettoyage, c'est vrai que j'ai déjà entendu plusieurs personnes dans ce cas-là. Il peut y avoir une certaine tristesse, c'est comme un mariage forcé quelque part. Au bout d'un moment, peut-être qu'on peut arriver à s'entendre. Mais au départ, oui, ça peut jouer, forcément. Ça peut jouer comme tout à l'heure quand on disait, on parlait
de ne pas critiquer le lieu d'habitation sur lequel on est, sur celui qu'on va acheter, parce que parfois, ce qui peut se passer quand on achète une nouvelle maison, on veut faire baisser le prix, et là on dit oui, non mais votre maison, vous me la vendez 220 000 euros, mais elle en vaut même pas 180 parce que je suis obligée de refaire tout le chauffage, toute l'électricité, je ne sais pas. Voilà, on peut faire des critiques de ce type-là. Alors ce type de critique-là, ça va aller si on ne pense pas vraiment et que derrière, avant de partir, on dit maison, je rigolais. Et qu'après on va dire mais je te trouve très belle quand même, on le dit avec son cœur, voilà. Mais il faut pas trop critiquer, et j'imagine que dans cette situation où justement on ne choisit pas sa maison, il y a dû y avoir à un moment des sentiments comme ça un petit peu négatifs qui doivent être perçus par l'énergie, enfin l'énergie de la maison va s'en ressentir, voilà. Alors, les nettoyages, justement, quand on dit « je me suis jamais sentie chez moi », alors il peut y avoir plusieurs raisons. Les raisons qu'on a déjà évoquées, les énergies des anciens occupants, aussi le fait peut-être que cette maison n'avait pas beaucoup d'énergie, si elle a eu beaucoup de critiques, comme peut-être c'était une maison abordable, alors peut-être que voilà, pour le prix, peut-être que je ne sais pas, c'était peut-être pas une maison qui plaisait beaucoup. Enfin, je ne sais pas, hein. Si ça se trouve vous avez acheté une maison à 1 million d'euros, elle est magnifique, hein. Mais voilà, peut-être que c'est une maison qui, si c'était une petite maison un peu modeste, ben, peut-être qu'elle a reçu pas mal de critiques, peut-être qu'il y a pu avoir des entités. Alors quand vous avez fait votre nettoyage, vous avez dû nettoyer s'il y avait d'anciens, et peut-être même vos énergies à vous, de mécontentement d'avoir dû emménager dans ce lieu alors que c'était pas votre volonté. Ouais, puis après on pourrait dire qu'elle n'a pas eu de coup de cœur finalement, elle n'a pas choisi. Oui, oui, le coup de cœur, c'est important parce que c'est l'amour, hein, en fait. Hein, donc c'est ce qui m'a nous donné envie justement de l'embellir et enfin toutes ces choses-là. Voilà, je vois plus de questions. Est-ce que tu aurais quelques conseils, toi, pour aider les personnes à peut-être essayer même si c'est pas, on peut pas le ressentir ou tout le monde peut pas le ressentir ou quoi, pour parler. Candice a disparu. Alors, elle va recliquer sur le lien. Je pense. Reviens, Candice, ne me laisse pas toute seule. Alors, on va attendre que Candice... Ah, la revoilà. Excuse-moi, tu m'avais abandonné. Non, alors tu me posais une question. Tu me demandais si j'avais la possibilité de donner une technique pour aider. Des conseils, voilà, peut-être pour parler avec le gardien des lieux de notre maison. Alors oui. Simplement s'adresser à son gardien. Alors il y a deux possibilités, soit de vive voix. Moi je le fais avec ma maison quand je suis toute seule. Après, quand il y a du monde, je peux avoir des pensées pour elle et je l'exprime simplement à l'intérieur de moi. Merci. Je remercie ma maison. Je lui dis je la trouve belle. L'autre chose, je me suis aperçue en travaillant pour des consultants, que il y avait des choses qu'on ne faisait plus aujourd'hui, qu'on faisait à une époque, dans l'ancien temps, et qui étaient vraiment positives. C'est par exemple, dans chaque région, chacun a sa façon de faire, mais des bénédictions par exemple. Alors nous aujourd'hui, on va faire une pendaison de crémaillère quand on va emménager dans un nouveau lieu. C'est positif, mais souvent, on n'a pas conscience de l'aspect spirituel derrière ça. Mais voilà, faire une bénédiction, faire une... alors ça, je crois que oui, il y a dans mon livre aussi, comment faire une offrande au gardien de sa maison. Ouais, tu donnes quand même pas mal d'outils. Hein. Oui, alors ces outils, je les donne pas par hasard, hein, je les donne parce que ça m'a été dit en communication que la maison aimait bien les offrandes, et justement elle disait de penser à elle pour les offrandes, et justement c'était un consultant, d'ailleurs c'était dans mes premiers messages ça, que j'ai fait à partir de 2016, le consultant me disait mais justement je me demandais si j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des offrandes à la maison, donc ça c'était une confirmation pour lui. La maison confirmait qu'elle était tout à fait prête à accepter ça. Donc j'explique l'offrande dans mon livre, comment la faire. Voilà, donc parler avec son cœur à sa maison, comme on parle
à quelqu'un qui est en face de nous ou avec dans sa tête, directement dans la tête. Et puis faire des cérémonies par voilà, bénédiction ou je sais pas, il y avait des gens, il me semble, j'avais eu une consultation comme ça qui faisait du vin. Ils devaient avoir un pressoir chez eux et chaque année ils faisaient une fête entre personnes du lieu dit. Ils invitaient des gens et ils faisaient une fête pour le pressoir. Voilà. Alors ça, c'est des choses qui se perdent. Mais moi, je suis persuadée, avec le travail que j'ai fait, que ça apporte une certaine énergie au lieu, de façon régulière. De faire tous les ans, mettons, une fête, la fête du lavoir ou je ne sais pas. C'est oui. Après, on peut y aller de nos envies, quoi. Oui, oui. Alors, je vais énumérer un petit peu tous les outils. Alors, ton livre, je remonte. Alors, je vais mettre en gros sur moi, comme ça on le verra bien. Alors, j'arrive jamais à le caler. C'est horrible. Mais je crois que c'est bien comme ça. Hein. Là, on le voit bien. Moi, je le vois bien, en tout cas. Donc, voilà. Ton livre, on peut se le procurer où? Alors, il y a 2 possibilités pour l'instant, vraiment sûres, rapides avec Amazon. Amazon, on peut l'avoir comme tu le tiens dans la main, en livre broché, ou alors en e-book. Ok. Alors, il arrive très rapidement. Hein. On peut aussi me contacter pour le recevoir si on veut un livre dédicacé. Je peux m'en charger. Et après, il sera possible de le trouver dans certaines librairies, mais alors là, c'est plutôt aléatoire. Donc, ok. Donc, moi, je recommande plutôt de se servir d'Amazon ou de me contacter directement. Ok, bah là, j'ai mis ton site internet sur lequel les gens peuvent se rendre. Merci. Il y a celui-ci et il y a c'est où on peut trouver des channings, c'est ça? Sur Channing Passion. Oui, alors c'est sûr que actuellement les sites, bon alors il y a beaucoup de choses sur damkand.fr. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas obligé de mettre les 3 W avant. Hein. Non, on tape Damkand, on va te trouver tout de suite. Voilà, on va le trouver. Après, sur Channeling Passion, oui, il y a des articles aussi, mais c'est vrai qu'on manque beaucoup de temps actuellement pour faire les sites internet. Mais enfin, il y a une cinquantaine sur le blog, il y a une cinquantaine d'articles sur mon travail. Voilà, déjà, ça fait beaucoup de lectures. Ok. Alors, il y a aussi des vidéos sur YouTube. Sur les commentaires. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions avant de finir. Voilà, donc les gens qui donnent un petit peu leur méthode de protection. Voilà, je vais voir sur Facebook aussi. Alors du coup, j'avais coupé. Alors, je coupe le son, pardon. Alors moi, je t'entends toujours. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est bon, voilà. Ok. Bah, écoute, je ne vois plus de questions. Non, alors moi j'avais préparé, quelques anecdotes. Mais oui, c'est ça. J'allais te demander, voilà, pour finir. Oui. Petites anecdotes. Alors en fait, depuis que j'ai écrit le livre, évidemment, j'ai eu d'autres messages et ce livre, il pourrait largement s'étoffer, hein, puisque j'ai commencé en 2016 et qu'on est en 2019. Bon, alors du coup, j'ai envie de vous parler de peut-être 2-3 petites histoires comme ça depuis que j'ai écrit mon livre qui m'ont beaucoup marqué. C'est cette histoire du renard. J'en ai déjà parlé à d'autres consultants, mais enfin ils sont peut-être pas là ce soir. Donc j'ai fait une consultation pour une dame et elle m'avait envoyé la photo de sa maison. Je m'y suis connectée, donc tout était très juste. Et à un moment, je finis toujours mes consultations en demandant des images. Donc une fois que j'ai tout écrit, que j'ai bien pris le message du gardien, je ferme les yeux comme ça et j'essaie de me connecter à ce qui peut être inscrit dans la pierre, dans le lieu. Et là, j'ai eu une vision assez terrible. J'ai vu un renard pris dans une cage et je voyais 2 paires de bottes. Et il y avait ce renard dans cette cage. Je savais qu'il allait mourir. Il était terrorisé. Et je savais qu'il allait mourir. Et donc, quand j'ai fait ma consultation avec ma consultante,
moi, je me suis dit, bon, bah, je vais lui parler de tout ce que j'ai vu de joli dans sa maison, parce qu'il y a plein de choses super. Et je lui ai dit, maintenant, je vais vous parler de quelque chose moins bien, beaucoup moins bien. Et je lui ai parlé de ce renard. Et je pensais qu'elle allait me dire, bon, bah, peut-être les anciens propriétaires ou locataires. Elle m'a dit, ne m'en parlez pas, je n'endors plus depuis que c'est arrivé. C'était effectivement une triste histoire qui s'était passée chez elle, avec un renard qui s'était fait trapper parce qu'elle avait un poulailler chez elle que je ne voyais pas sur la photo. Et donc, par rapport à ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je pense que les images comme ça de terreur, même pour un animal, ça reste dans les lieux. Ça reste dans les lieux et j'ai conseillé à la propriétaire de faire quelque chose pour ce renard, allumer une bougie, faire une prière. Voilà. Donc il faut bien avoir conscience que tout ce qui se passe comme événement où on peut perdre la vie, même un animal, c'est important, pas de l'effacer, mais d'accompagner l'événement pour le transformer en quelque chose de plus léger. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont j'aurais parlé dans mon livre si j'avais eu ce travail à faire, cette canalisation à faire avant 2018, j'en aurais parlé dans mon livre. Après, pourquoi pas un deuxième livre? Oui, pourquoi pas moi. Pourquoi pas le compléter, hein, puisque les droits du livre m'appartiennent. Voilà. Voilà. Alors, parce que il y a des petites anecdotes, mais ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les canalisations, quand je fais de la psychologie, ce sont aussi, c'est un peu de poésie aussi. Alors, il y a des preuves, hein, comme pour cette histoire de renard. Pour moi, c'est aussi une preuve que je fais bien mon travail. Quand on me confirme que c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, il y a aussi de la poésie. Récemment, tout à l'heure, on parlait des êtres de la nature, et moi, je fais un travail sur le jardin quand je pense qu'il y a un jardin sur le lieu. On m'incite à faire quand je fais la canalisation, qu'on m'incite à aller voir dans le jardin, pas le propriétaire, hein, mais mon canal, mon gardien, ouais. Il y a de la poésie, donc j'ai eu ce message de l'âme d'une maison, d'un gardien qui n'appelait pas le jardin, mais qui l'appelait le vert-monde. Il parlait du vert-monde pour parler du jardin. J'ai trouvé que c'était très joli. Et maintenant, quand je suis en voiture ou que je suis en train de me promener ou que je suis moi-même dans mon jardin, je ne pense plus à mon jardin, je regarde le vert-monde. J'ai trouvé que c'était très joli, une très jolie phrase pour décrire tout ce qui est physique qu'on peut voir, notre nature. Ah oui, alors il y a quelqu'un peut-être qui n'est peut-être pas assez ce soir, je ne sais pas, mais c'est Philippe, le géobiophile. J'ai aussi un très joli souvenir de la consultation qu'on a fait au sujet de sa maison après l'écriture de mon livre. Ça aussi pour moi c'est de la poésie. J'ai bien fait le travail, j'ai pris tout ce qu'il fallait en note, et à la fin je voulais avoir un peu des informations supplémentaires, donc j'ai fermé les yeux et j'ai demandé à voir des choses. Et j'ai vu quelque chose d'assez rare, j'ai vu des oiseaux. J'ai vu des oiseaux se poser, regarder sa maison, et je sentais un véritable amour pour cette maison. Je sentais que les oiseaux aimaient ce lieu. Et quand j'en ai parlé à Philippe, il était content parce que justement, lui et sa femme veulent se lancer un petit peu déjà nourrissent les oiseaux, hein, ils ont des graines chez eux, des sacs de graines, et ils voulaient s'inscrire à la ligue ornithologique, je crois, proche de chez eux. Donc pour moi, c'était vraiment beau d'avoir ce message de remerciement presque des oiseaux qui passaient par la psychologie. Voilà. Et puis dernière chose aussi que j'ai trouvé marrante récemment, c'est que je faisais une consultation pour un monsieur qui venait d'acheter une maison, et à la fin de la consultation, j'ai dit écoutez, je sais pas s'il y a eu un drame chez vous, mais quand même je vois la police venir. Et alors il m'a dit, alors il me l'avait dit pendant la consultation, mais j'avais pas vraiment fait le lien. Il m'a dit mais l'ancien propriétaire était commissaire de police ou policier, je ne sais plus, ou gendarme. Et donc moi je voyais cette police venir parce que certainement que peut-être ses collègues venaient avec lui, ou en tout cas il y avait bien un policier qui vivait dans les lieux, et il n'y avait pas eu de drame. Voilà, c'était vraiment un policier qui vivait là précédemment. Voilà. Eh ben, écoute, alors on va prendre la dernière question. Il y a une dernière. Oui, avec plaisir. Alexandra, un animal décédé est-il toujours dans la maison, son énergie en tout cas?
Alors oui, elle est présente. J'ai eu une maison comme ça où il y avait le chien sur le canapé. La maîtresse m'a dit effectivement il est décédé sur le canapé. J'ai dans cette même maison, j'entendais des oiseaux, j'entendais je sais pas si on dit piaffer ou mais j'entendais des cuicui et elle m'a expliqué. Elle n'avait pas d'oiseaux elle-même, mais en revanche, la maison était construite autour d'un ancien poulailler. Et le poulailler avait été transformé en une pièce habitable. Donc, je pense que dans le salon ou dans la. en tout cas, il en restait quelque chose à mon avis. Hein. Ouais, Il en restait quelque chose. Alors, ce que je conseille, comme pour l'histoire du renard, c'est important pour les humains. On fait pas une messe par hasard hein, pour les humains, ou même quand on n'enterre pas les corps et qu'on fait qu'on n'est pas croyant, il y a toujours de toute façon une cérémonie qui est faite en mémoire de la personne qui nous quitte. Je pense que toute âme a besoin qu'on l'accompagne. Donc voilà, il y a des gens qui mettent une bougie pour un animal défunt. Moi maintenant, quand je vois même un animal écrasé au bord de la route, j'essaie de envoyer un petit peu d'amour à son âme. Juste, peut-être qu'elle est déjà partie d'ailleurs. Hein. Je fais pas de recherche à ce sujet-là, mais avec ma conscience, voilà, comme ça, je sais que j'ai bien fait les choses. Juste, je pense à cette bête là. Cet après-midi, j'ai eu un lièvre sur la route écrasé, et voilà, je souhaite de l'amour et de trouver la paix ailleurs. Ouais. Alors là, il y a Stéphanie, mais ça, je pense que tu y as répondu tout à l'heure. Je vais te laisser répondre. Je te laisse lire et je te laisse répondre. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez dire combien de temps on va rester dans l'appartement ou dans une maison? Ah non, ça je ne peux pas. C'est le libre arbitre. Et je ne fais pas de voyance. Parce que la voyance, ça peut changer tout le temps. Hein. On a le libre arbitre. Alors, la voyance, il y a des grandes lignes en fait. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où aujourd'hui, si on fait une voyance, quelqu'un, voilà, qui sait faire ça de façon, de la bonne façon, va me dire, moi, je vais voir dans votre futur qu'il va se passer ceci, cela, parce que ma vie actuelle me donne cette direction. Mais comme j'ai mon libre arbitre, demain je peux décider de changer toute ma vie actuelle, de quitter mon mari, ma maison, et à ce moment-là, toute la voyance qu'on m'a faite la veille ne tiendra plus. Ben, c'est ça, et puis c'est même dangereux de s'arrêter sur des choses, sur l'état d'esprit dans lequel on est, parce que sinon on va plus rien modifier et finalement ça va bloquer les choses. Voilà, donc je fais pas de voyance, je pourrais pas dire combien de temps vous allez rester dans une maison. Ok, bah écoute, il n'y a plus de questions. Ah voilà, je vois une dame qui dit, ou un monsieur, je ne sais pas, qui fait le même travail pour les animaux morts sur la route. Moi, je trouve ça Patch. bien. Ouais. Il dit aussi, très chouette, ces anecdotes, plein d'amour, le renard. Ouais. Ah oui, le renard, ça m'a beaucoup touchée. J'ai pas eu mal au corps comme j'ai pas ressenti, j'étais pas à l'intérieur de lui, mais en revanche, j'ai vu la terreur. La terreur, c'est un sentiment qui me quittera pas, je pense. Ce renard, je m'en souviendrai. Ok. Alors, écoute, il n'y a plus de questions. Est-ce que toi, tu souhaites rajouter quelque chose, préciser quelque chose avant qu'on... Non, mais je remercie tout le monde d'avoir posé ces questions intéressantes. Je te remercie, Laetitia, pour cette interview ce soir. D'ailleurs, c'est une première. Je n'avais jamais fait ça, donc voilà, c'était une bonne expérience. Je remercie. Ouais, bah merci à toi. Ça a été une belle soirée pour moi, en tout cas. Voilà, et oui. Je vois que ça se couche un peu chez toi. Là, c'est plus sombre. Voilà. Ouais, alors si je mets la grande lumière, non, mais c'est très bien pour finir l'émission. Des zooms de. Oui. Voilà, voilà. Là, c'est des échanges entre les gens. Non, bah écoute, moi, je te remercie aussi d'avoir accepté l'invitation. Alors, avec plaisir. Voilà, les gens veulent une consultation psychologiste, ils font comment? Alors, ils vont sur mon site, mon site internet, dame-cande.fr. Et déjà, on peut se balader un petit peu sur le site. Et après, on peut se rendre sur
tarifs et rendez-vous, je crois. Il doit y avoir un onglet comme ça. Et on peut réserver par PayPal. Voilà. Donc, on me fait une réservation en payant. Pour moi, ça permet déjà de voir les gens qui sont réellement intéressés, voilà, de faire un tri un petit peu automatique, parce que j'ai beaucoup de travail quand même. Et moi, en 24 heures à peu près, je réponds et on échange par téléphone pour fixer un rendez-vous. Ok. Voilà, il y a un petit peu d'attente, hein, mais ça vaut le coup, voilà. Je pense que ça peut valoir le coup quand même pour. J'ai envie de dire surtout quand on est propriétaire, mais même pourquoi pas locataire en fait, hein, parce que oui. Certaines questions, c'est vrai que. Alors, quand même, la limite à ça, me consulter pour une maison qu'on ne connaît pas bien. Alors, une maison qu'on va acheter, ça va, mais une maison dans laquelle on ne vit pas ou pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas du tout. D'accord. Parce que les informations que j'aurai, on aura du mal à les valider. Moi, pour moi, c'est très frustrant quand même. Ouais. Voilà. Il y a déjà des personnes qui ont commandé ton livre, c'est génial. Eh ben, merci beaucoup. Commandé le livre. Nathalie qui dit j'ai commandé le livre du coup. Eh ben écoute Nathalie, on te souhaite une belle soirée. Voilà, les gens disent merci, bonsoir, merci à vous tous d'avoir été présents. Voilà, je regarde si je rate personne. Donc voilà, je pense que vous avez eu toutes les informations nécessaires. Vous pouvez revenir sur le replay si vous voulez revoir des choses. Et puis voilà, on va vous souhaiter une belle fin de soirée, déjà bien avancée quand même. Voilà. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. À bientôt pour une autre émission. Bonne soirée, au revoir. Merci Laetitia. Au revoir Candice.